Successful Parentpreneur, le live. Une très bonne question. Alors, on avait une deuxième question qui, alors là, c'était plus, il y a tout un chapitre avant. Je n'arrive pas à avoir des relations professionnelles normales, que ce soit avec mes clients ou mes employés. Je suis toujours dans une espèce de conflit et dans une attente qui me fait péter les plombs quand je n'obtiens pas ce que je veux. Quand je donne, j'attends un retour, par exemple, et quand un employé ne ramène pas une commande que j'estime facile, je vais m'arranger pour le retarder, par exemple, s'il va chercher sa fille à l'école. C'est plus fort que moi et aujourd'hui ça me pèse et je ne sais plus quoi faire pour pour que cette pulsion s'arrête. Comment est-ce que je peux arriver à avoir des relations apaisées? Alors là, on a un magnifique triangle de Karpman, un magnique triangle C'est une belle dramatique. question. C'est une très belle question, j'imagine. Alors la personne n'a pas voulu que je la cite. Ce que je peux comprendre, hein, tout à fait. C'est déjà beau d'en avoir pris conscience. Hein. Alors là, on est typiquement sur du triangle dramatique. À savoir, on est dans un jeu d'ego et dans un jeu de pouvoir. Je vais m'imposer. Alors derrière, il y a un manque d'estime de soi, il y a un manque de confiance en soi. Donc je vais aller chercher à compenser ça par des artifices. Parce que j'ai, là dans son cas, je vais supposer qu'il y a une image du chef d'entreprise qui doit être fort, du chef d'entreprise qui doit être autoritaire, du chef d'entreprise qui doit être tout puissant, et va y avoir une manière de s'imposer et de vouloir tenir les rênes. Simplement, on s'aperçoit que cette façon de tenir les rênes, elle est pas saine. Parce que on ne parle pas, elle va pas parler de manière rationnelle à ses employés, elle va se laisser embarquer dans ce qui la blesse elle et dans ce qui l'obligerait à se remettre en cause. Donc typiquement là, on est dans un jeu, ce qu'on appelle un jeu égotique, hein, qui est d'ailleurs le jeu de 90% des relations humaines. On est dans cette espèce de triangle où on a un bourreau, une victime, un sauveur. Chacun est bien content au final de son rôle parce que ça lui permet de fuir sa réalité, ça lui permet de ne pas voir ses failles, de ne pas se remettre en cause et de pouvoir donner une façade. Donc, comment on arrive à une relation apaisée avec ses clients? Parce que j'imagine que quand elle est face à un client, là, elle doit pas être dans le rôle du bourreau, mais soit dans le rôle du sauveur, soit dans la victime. Sachant que le sauveur dans le travail, c'est typiquement celui qui va vous amener les mauvaises solutions parce qu'il va vouloir créer une dépendance. C'est un syndrome, on va appeler ça comme ça, assez répandu chez les coachs, malheureusement, qui aiment bien rendre leurs clients extrêmement dépendants. Enfin, un coach thérapeute, tout le bloc du bien-être, là. Ils aiment bien rendre leurs clients dépendants alors que initialement, notre rôle est de rendre l'autonomie et la responsabilité à notre client. D'où d'ailleurs, pour faire écho à la question de Samantha tout à l'heure, mon rejet de ne pas donner le comment, parce que c'est créer une dépendance, c'est se positionner dans le rôle du sauveur tout puissant qui a la super solution. Sauf qu'en se positionnant comme ça, le remède il est souvent bien pire que le mal. Parce que on va traîner à le délivrer. Moi, je me marre. Non, je me marre pas parce qu'au final, ça me fait pas tant rire que ça. En lisant les posts longs comme ça où on vous explique qu'on a la solution miracle, le remède miracle, enfin le tout miraculeux avec un secret. Mais bon sang, si t'as un secret, livre-le nous. C'est pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a la réponse qu'on saura le mettre en place. Simplement de faire traîner comme ça crée quoi? Ça crée une dépendance. Et si ça crée une dépendance, on se dit que derrière, on a une gentille petite victime qu'on va pouvoir manipuler comme on veut. Voilà le type de jeu qui se met en place. Alors comment on sort de ça? Pour qu'il y ait pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime. Donc il faut que la victime soit consentante. C'est-à-dire que quand vous commencez à aller, donne-moi ton secret, ou quand vous répondez, pendant un temps, je sais pas si ça soit encore, pendant un temps sur Facebook, la mode c'était mets-moi en commentaire. Ça, typiquement, c'est un jeu égotique parce que vous venez nourrir le besoin de reconnaissance du
de la personne qui écrit, qui se sent importante, hein, qui se sent toute puissante, hein, et vous vous positionnez en situation de, je veux dire, victime quelque part, hein, en étant en attente de cette grande réponse et ce grand messie. Donc quelque part vous êtes consentant parce que vous répondez à ça. Dans une relation commerciale normale, il se passe quoi? Vous avez un produit, on est toujours sur cette idée d'échange. Vous avez un problème, la personne en face a supposément une solution à vous offrir ou à vous vendre plus qu'à vous offrir. Il y a X moyens d'aller tester si la personne qui est en face de vous est la bonne personne. Il n'y a pas besoin de se positionner. J'ai plus l'impression que c'est un commentaire pour l'algorithme. Ou peut-être, mais même si c'est pour l'algorithme, je vais dire Facebook ne fait que réagir à la manière dont fonctionnent les gens. Et s'il y a un truc que l'algorithme de Facebook maîtrise, c'est le triangle de Karpman. Il y a qu'à voir la panique sur les réseaux sociaux quand Facebook annonce qu'il va pénaliser les pages. Ah là là, ça y est, Facebook se pose en bourreau, je vais perdre mes clients, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Ils ont absolument tout compris à ce qui va nourrir l'être humain. L'être humain, en dehors de manger, de boire et de respirer, a un besoin vital qui s'appelle la reconnaissance de son existence. C'est-à-dire qu'on passe notre vie, du moment où on se lève jusqu'au soir où on se couche, à vérifier qu'on existe. Et pour ça, le moyen le plus simple, c'est l'autre. Parce que si quand j'appuie là, l'autre il se met à râler, ou quand j'arrive avec des larmes en faisant ma malheureuse, l'autre me prend dans ses bras, c'est que j'existe. Et ça, Facebook l'a super bien compris. Pourquoi on vous met des likes? Pourquoi il y a des gosses qui se suicident parce qu'ils ont moins de likes que leurs copains? C'est juste ça. C'est juste ce besoin vital de l'être humain d'être reconnu dans son existence. Hein, et on passe notre vie juste à chercher ça. Donc, notre petite dame, pour apaiser ses relations, déjà, il va falloir qu'elle apprenne à nourrir ses besoins par elle-même. Parce que quand on s'aime tout seul comme un grand, quand on sait que pour exister, on n'a pas besoin du reflet que l'autre nous renvoie, qu'on n'a pas besoin de se positionner en petite chose larmoyante et fragile pour être sauvé, mais que quand il y a un problème, on l'affronte, on se confronte à notre existence. Par contre, on se confronte aussi à nos responsabilités. Donc voilà, donc il y a un travail à faire sur elle pour qu'elle puisse reprendre la main sur sa vie, sur sa part de responsabilité, qu'est-ce qui lui appartient. Je veux dire, pour sortir du triangle de Karpman, c'est identifier la solution, la situation où on va se positionner soit en victime, soit en bourreau, soit en persécuteur. Du coup, comme on en parle, je vous mettrai peut-être le lien vers la vidéo qui va vers la formation pour que vous ayez des éléments plus concrets. Comment vous allez vous positionner, comment vous allez réagir, quelle est la situation qui va venir vous faire réagir et quel besoin va nourrir cette situation. Est-ce que c'est un besoin d'amour? Est-ce que c'est un besoin d'être entendu? Est-ce que c'est une frustration à libérer? Ça peut être plein de choses. Donc, identifier la situation, identifier le rôle que vous endossez. Est-ce que c'est vous qui donnez les coups? Est-ce que c'est vous qui venez sauver la veuve et l'orphelin? Est-ce que c'est vous qui êtes étalé au sol, replié, recroquevillé sur votre couette en train de pleurer? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes le sauveur, la victime, le bourreau. Pourquoi? Et regardez-vous honnêtement dans la glace. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient nourrir? De quoi j'ai besoin au moment où je fais ça? Et après, comment je peux le nourrir par moi-même? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie qui va faire que, je sais pas, que j'aime me sentir puissante? Tiens, c'est simple. Vous prenez un téléphone, on parlait de prospection, vous prenez un téléphone et vous vous donnez comme objectif de décrocher un contrat dans la journée. Vous vous sentirez puissant à la fin de la journée. Parce que vous aurez été reconnu professionnellement sans avoir besoin d'aller faire du chantage ou d'aller manipuler qui que ce soit. Voilà. Donc, alors Samantha, oui, il y a peut-être de ça chez Facebook, hein, mais Facebook, il y a quelques années, avait fait justement un post expliquant qu'ils avaient compris la psychologie humaine et qui se basait à 3000% là-dessus. Pour revenir à la question,
Excuse-moi, Patricia. Pour revenir à la Vas-y. question, moi, je vais juste donner mon avis sur le plan entrepreneurial. Ce que j'ai souvent vécu ces 20 dernières années, c'est qu'en fait, bien souvent, je vais dire 90% des problèmes que j'ai pu rencontrer, ou 90 pour Samantha, un petit coucou, ça repose sur des problèmes de communication. Problème de communication, que ce soit dans un échange entre subordonnés, quoi. Donc, je veux dire, le chef qui parle à son employé, ou alors dans de grands projets ou de petits projets, on s'en fout, c'est toujours un problème de communication à la base. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez la personne qui a des attentes, mais quand vous lui demandez ses attentes, vous essayez de faire un diagnostic de sa problématique, de ses besoins, vous vous rendez compte que la personne n'a pas en fait les bonnes attentes, ou alors n'est pas capable de décrire ses attentes. Alors si vous êtes leader, chef, appelez-vous comme vous voulez, je veux dire à la fin c'est votre business, c'est votre bébé, et si vous ne savez pas ce qui est bon pour votre business, comment voulez-vous qu'une personne, une tierce personne, soit apte à réaliser ce que vous attendez d'elle si vous n'êtes pas capable de dire vous-même ce que vous attendez? Et bien souvent, ça revient à la vision qui n'est pas très claire, la mission d'entreprise qui n'est pas claire pour les employés parce qu'ils ne savent pas le pourquoi du comment, la raison d'être, la raison de faire. Les valeurs ne sont pas claires vis-à-vis du client, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des collègues au sein du business. Et comme je vous disais, que ce soit vis-à-vis des employés, moi quand je me rappelle à l'époque vis-à-vis de mes employés, la première fois que je me suis trouvé face à des employés, je me suis vite aperçu que on peut pas arriver avec une méthode parce qu'on a des humains et chacun réagit différemment. Ce qui fonctionne chez l'employé A ne fonctionnera pas chez l'employé B parce que lui est beaucoup plus sentimental. Vous devez peut-être le prendre avec des pincettes, alors que l'autre, vous pouvez l'envoyer bam, bam, bam. Ouais, sauf que là, tu rentres dans le triangle. Bien sûr. Là, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est que les différents schémas que tu as, je parle pas de moi, je dis en général les schémas que tu as. Oui, non, mais tu as bien évidemment à chaque fois des gens qui se disent bon, j'ai appris ça dans mon MBA, j'ai fait telles études, HEC, on m'a dit qu'il fallait que je m'y prenne comme ça. Mais l'approche, le processus est standard, mais l'approche n'est pas standard. L'approche est différente à chaque fois. Plus la communication est claire, plus les choses vont être faciles. Plus le pourquoi est fort. Plus la communication est factuelle souvent. Factuelle. Parce que si on rentre, ouais. Non, vas-y. Parce que le triangle de Karpman, c'est une façon de communiquer, mais c'est une façon de communiquer qui est tronquée dans ce sens où pour obtenir quelque chose, on ne va pas le demander clairement. Donc, ce qui rejoint ce que tu disais. Je vais prendre un exemple tout bête qu'on a tous vécu et qui souvent, quand on est une femme, nous revient en forme de boomerang en nous disant ah, t'as tes règles. Non, pas forcément. Mais c'est souvent le petit truc qu'on va lâcher. Alors, très souvent, on va dire les artifices du triangle, c'est la généralisation. Ça va être la langue de bois, ça va être les amalgames, ça va être la dévalorisation, ça va être la comparaison. Ça va être toutes ces choses qui, plutôt que de demander clairement ce qu'on veut. Si on reprend l'exemple, parce que du coup, j'avais été questionnée cette dame. Si on reprend son exemple, elle ne demande jamais clairement à son employé ce qu'elle veut. Par exemple, elle va vouloir un client bien précis dans un domaine particulier, dans un secteur d'activité particulier, mais plutôt que de lui dire, écoute, tu mets le paquet sur ce client-là pour telle et telle raison, elle va lui donner une liste dans laquelle se trouve le client, en espérant trouver le client clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se laisse toujours une porte ouverte pour pouvoir décharger sa frustration. Ça, c'est une première clé. La deuxième clé dans son comportement, c'est je ne dis pas clairement pourquoi. Parce que j'ai peur. Il y a une peur derrière. Il y a peut-être un manque de confiance. Il y a peut-être une peur de ne pas être à la hauteur de ce client-là. Il y a une peur humaine. Mais une peur qu'elle ne veut pas exprimer en tant que chef d'entreprise. Alors qu'elle pourrait tout simplement poser clairement sur la table de son employé, bon ben voilà, j'aimerais que l'on travaille avec celui-là pour une raison X ou Y. Ce que je te suggère, c'est peut-être de prendre 2-3 clients avant pour qu'on rôde le script, pour qu'on voit ce que l'on peut obtenir, pour que l'on voit comment les gens réagissent à notre proposition de valeur, et après on ira aborder ce client. Voire, on l'aborde par téléphone, on prend un rendez-vous et j'y vais de visu.
Voilà, ça, ce serait une communication claire, hein, sans frustration, sans ménagement de porte de sortie derrière. Mais je pense que la communication, elle est toujours bidirectionnelle. Ah, Moi, je l'ai vu. Bien évidemment qu'on sait que c'est bidirectionnel, mais c'est pas toujours vécu comme ça au jour le jour. Tu as des chefs non, qui sont très, comme tu dis, quand ils sont dans le triangle, ils sont dans le triangle, donc ils ont une pression sur leurs employés qui n'osent pas ouvrir leur bouche quand il y a quelque chose qui leur plaît pas, quand il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et j'ai pris avec le temps toujours l'habitude de demander si les choses étaient claires. Et j'ai vu parfois, juste un petit exemple, des employés, en fait, ne pas demander la date de fin, donc jusqu'à quand, en fait, ils ne me demandaient pas, tu veux avoir le résultat à partir de, enfin, jusqu'à quand, voilà. Et aussi bête que ça peut paraître, peut-être que j'étais moi-même dans le triangle, je pense que je l'étais, mais je l'ai laissé rentrer dans le mur, tout simplement pour apprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les informations, je veux dire, il y a toujours une communication bidirectionnelle. Si tu ne demandes pas, la personne se mettait, je les voyais dans leur comportement, se mettait dans une pression parce qu'ils disaient, oh, j'ai eu ça de mon chef, ça ne vient pas de mon client, mon chef me donne ça, donc il va falloir que je le fasse directement, il va falloir que je le fasse parfaitement, il va falloir que je puisse atteindre ses attentes, etc., etc. Des attentes qui n'ont pas été très demandées. Il y a eu très très peu de questions, bien souvent. Et là, c'est là que je me disais, un peu plus de questions, un peu plus d'analyse, de diagnostic de mon besoin, de mon problème que j'aimerais bien qu'il soit résolu par mon employé. Et bien en fait, ça aurait relativisé la situation, parce que quand on dit, voilà, je dois le faire le plus rapidement possible, alors que si la personne m'avait demandé, bien souvent, j'ai pas spécialement besoin du truc rapidement, c'était pas urgent et important. Mais si on le priorise pas de base, d'où l'intérêt d'avoir des activités, des tâches qui sont priorisées. Bien évidemment, le chef peut le dire ou la chef peut le dire directement, mais l'employé aussi, lui, il faut ouvrir sa bouche et demander, parce que à la fin, c'est vous qui avez le stress en tant qu'employé. Moi, je l'ai vécu aussi en tant qu'employé. Des fois, je n'osais pas ouvrir ma bouche. Ça lui permet de se mettre en position de victime. Mais il ne peut être une victime qu'à partir du moment où après tu le lui reproches. Tout à fait. Je suis en train de regarder, parce qu'il fait de plus en plus sombre. On subit la tempête ici en Europe. Hein, Patricia? Ah, nous, ça y est, on est en train de... C'est pas encore terrible. C'est mieux, mais c'est pas encore terrible. Pas terrible. Hein. Mais je pense qu'on a apporté une belle réponse à cette question qui était vraiment très pertinente et mais qui est complexe parce que le triangle, c'est quelque chose qui s'installe super tôt au final, et on le connaît avec nos enfants. Je veux dire, le premier triangle qui s'installe, il s'installe autour des devoirs. Des devoirs à la maison où l'enfant va se réfugier quand il veut pas faire, dans une position de victime. Et c'est quasi inné. Je l'ai vu avec mes enfants la première fois qu'ils sont venus avec des devoirs pour l'école. Hein. Ils ont cette faculté à se mettre dans cette position de victime. Ou non, je ne le ferai pas, et si tu insistes, je me mets à pleurer, et nous on a cette facilité en tant que parents à rentrer dans cette posture de bourreau avec tout de suite si tu le fais pas, tu seras puni. Et puis il y a toujours le parent qui arrive de l'autre côté en sauveur, puis qui finalement aggrave la situation parce que les devoirs ne sont pas faits mais doivent être faits. L'autre parent a été décrédibilisé. Parce que mais non, mais pourquoi t'insistes, mais tu vois, tu machin, et puis au final il en ressort rien de bon et les devoirs deviennent incomplis. Et ça c'est le premier triangle qui s'installe, c'est l'une des premières grosses manifestations égotiques. Et après, si on n'y fait pas attention, on y reste. Mais 99% des gens y sont. Surtout sur le milieu professionnel, c'est pour ça que les gens sont de plus en plus moins motivés, on va dire, de se sentir de plus en plus mal au niveau de leur job, de leurs emplois, quoi, parce que c'est vrai ça devient très égocentrique, quoi. C'est vrai que c'est pas seulement au niveau des employeurs, mais même entre employés. Hein. D'ailleurs, le mobbing, ça commence déjà à l'école, quand on voit, comme tu disais tout à l'heure, le nombre d'enfants qui, parce qu'ils ont peut-être moins de followers sur Instagram. J'avais vu, je sais plus comment il s'appelle, cet artiste là. Il y avait la remise des Césars ce week-end. Il avait une putain de vidéo, je trouvais. J'ai pas tout regardé, mais je crois que c'était Joaquin. Comment il s'appelle? Celui qui avait fait Walk the Line de Johnny Aucune idée. Joaquin Phoenix. Voilà, Joaquin Phoenix. Je crois que c'est lui. Je suis pas sûr, mais j'ai vu juste la vidéo comme ça sur mon flux. Et je l'ai regardé en fin de journée. Et franchement, ça m'a regardé en fait.
Joaquin Phoenix, remise des Césars 2020. Franchement, ce qu'il dit, c'est touchant. Et ça revient exactement à ce que tu disais, c'est qu'on devient très superficiel, on en oublie l'essentiel et puis on se balade dans ce triangle le jour le jour. On oublie qu'on peut nourrir ce besoin de reconnaissance par nous-mêmes. Comme tous nos autres besoins vitaux, je veux dire, quand vous avez sommeil, vous n'allez pas coucher votre mari ou votre conjoint. Vous allez vous coucher vous. Quand vous avez faim, vous mangez. Vous nourrissez pas la personne qui est en bas de chez vous. Et le seul besoin avec lequel on ne le fait pas, c'est ce foutu besoin de reconnaissance de notre existence, hein, où on va systématiquement aller chercher l'autre pour avoir ce sentiment d'exister. On a besoin de l'autre comme miroir, hein. D'où le triangle, parce que ça génère de la frustration, ça génère du déséquilibre, ça génère tout un tas de besoins insatisfaits. Mais on a je sais pas, on a ce réflexe, enfin pour moi bizarroïde, qui est de dire quand j'ai faim je mange, mais quand j'ai besoin de sentir que j'existe, au lieu de faire un truc qui va m'auto-valoriser, non, je vais aller emmerder l'autre. Les zut, foutez-lui la paix à l'autre, il nous a rien demandé. Il est peut-être lui-même pris avec ses propres problèmes, foutez-lui la paix. Mais tout à fait. Et ce que je voulais dire, c'est que là, à la fin, on s'en retrouve à proposer du gratuit pour avoir la reconnaissance d'autrui. Aussi, voilà. Tout à fait. C'est vraiment parce que les questions se correspondaient bien. Et oui, le gratuit, c'est aussi une forme de j'ai besoin qu'on reconnaisse mon existence. Ou mes compétences ou quoi que ce soit aussi. Voilà. Parce que je me fais pas confiance, parce que je me respecte pas toujours, parce que qu'est-ce qui te fait rire, Élodie? Parce que en général, c'est parce que je me respecte pas. De toute façon, le triangle de Karpman, il a deux bases, c'est est-ce que je fais confiance aux autres et est-ce que je me respecte. Ouais. Donc, suis-je quelqu'un de respectable et suis-je quelqu'un en qui on peut avoir confiance. En gros, c'est les deux. Puis-je faire confiance aux autres? Non, c'est est-ce que moi j'ai la capacité et le discernement à voir clair en les autres. Et puis la question sous-jacente, suis-je quelqu'un de bien? Et quand on répond non à ces questions-là, de toute façon, le triangle de Karpman, il va varier avec l'intensité de la non-estime que l'on a pour soi. Donc moins on va s'estimer, plus on va rentrer dans ce triangle, parce que plus il va nous falloir des artifices en croyant, je vais être vulgaire, mais cacher la merde au chat. C'est ça. On va essayer de se voiler la face aux autres, et ça c'est juste une question d'estime de soi. Il n'y a rien d'autre derrière. Non, mais le gratuit, ça me fait rire, c'était moi avant. Oui, mais comme dirait Afflelou, ça c'était avant. Voilà, maintenant c'est plus. Maintenant c'est après, quoi. Voilà, il n'y a plus de gratuit. Il y a de l'échange. Il y a de l'échange, exactement. Ouais. Il y a de l'échange de valeurs. Bon, on n'a plus de questions. A-t-on d'autres questions? Non, nous n'avons plus de questions. Nous n'avons plus de questions. Il nous reste 10 minutes avant que Instagram nous autocensure. Joue les bourreaux, minutes, justement. Tout à fait. Ouais. Le triangle d'Instagram. Moi, j'avais envie, puisqu'on l'a abordé plusieurs fois, j'avais envie qu'on reparle de cette formation. Qu'est-ce qu'elle a de différent? On est sur une formation, on n'est pas sur un accompagnement. Même si souvent la formation, on s'en sert comme base à nos accompagnements entrepreneurs débutants ou entrepreneurs qui galèrent. Comment tu la définirais? Comment tu définirais son unicité, on va dire? L'unicité, déjà, c'est une approche personnelle, c'est pas une approche standardisée. Sur la partie business, je parle comme de ma partie, tu parleras de la tienne. Mais moi, ce qui est important déjà dans la planification et la conception de cette formation, qui au départ était une approche que j'utilisais auparavant dans du conseil, c'était un peu mes grandes lignes de façon à pouvoir amener une certaine structure, une certaine base, une certaine ramification pour pouvoir en fait soit lancer un business ou alors le faire décoller tout simplement. C'est pour ça que le produit s'appelle phase de décollage, parce que là on vous aide avec cette formation à prendre votre élan et pouvoir décoller, donc faire du chiffre d'affaires et bien évidemment de manière pérenne,
régulière, donc pas seulement faire 10K, enfin 10 000 euros d'un coup, et puis vous galérez encore pendant des mois. Cette formation a vraiment un fil rouge. Cette formation va vraiment aborder les bases au départ, les bases entrepreneuriales. Je vous dis, je ne parle que de la partie business parce que Patricia vous présentera la partie développement personnel, mais développement business, c'est vraiment un fil rouge, donc les bases. Si on prend une architecture, parce qu'on parle de ramification, je vous apporte les bases, je vous apporte les colonnes importantes du business, qui sont bien souvent, j'appelle ça les silos, qui sont des domaines qu'il faut prendre en compte, voir si la stratégie qui se trouve derrière cela se retrouve dans ce que vous faites, et ensuite la partie toiture, la partie couvrante, qui elle se comportera plus, repose plus sur votre propre personne en tant que leader de votre propre business, que vous ayez des employés ou pas. Mais si vous ne mettez pas les bases maintenant et que demain vous allez être appelé à avoir des employés, ce sera beaucoup plus difficile. C'est comme ça que je définirai la formation. Elle est, d'après moi, très complète, très bon marché, parce qu'au niveau de la qualité, vous avez, si je me rappelle bien, juste dans la formation, plus de 25 heures de vidéos. Et au moins, oui. Ouais, voilà. Et on en rajoute on en rajoute régulièrement de façon à ce que le produit prenne de plus en plus de valeur. On le fait par rapport à vos retours, ceux qui sont déjà sur la formation. On a plus d'une vingtaine qui sont déjà dans la formation en quelques jours, ce qui est déjà pas mal. Et puis de l'autre côté, on a quand même aussi de très bons retours par rapport à ça. Et je pense que sur la partie business, c'est apporter de la clarté, comme je dis, le fil rouge où on peut s'accrocher et suivre en fait un certain rythme, une certaine structure, tout en, et c'est ça l'essentiel, tout en faisant les choses en fonction de qui vous êtes et pas essayer de devenir ce que vous faites. Voilà. Je vois qu'on a une question, Michael. Par contre, je n'arrive pas à faire défiler mon écran. Je ne sais pas pourquoi. Je vois que la fin. Je vois l'expression lisier sur le besoin. Voilà, Lys a une question. Coucou Elias ou coucou Lys. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit texte reprenant ce que Patricia vient d'exprimer? Je vais vous donner un accès. Je pense que je vais ouvrir l'accès. On a certains modules qu'on vous donne. Non pas parce qu'ils ont moins de valeur que les autres, mais parce que de temps en temps, ça répond comme là à un besoin. Il y a un module dans la formation qui s'appelle le triangle dramatique et le jeu de l'ego, et qui est entièrement consacré à ça, et où j'ai essayé, je dis bien essayé parce que comme on essaie de se limiter à des vidéos d'une 40aine de minutes, grand maximum, de vraiment vous disséquer les choses qui se mettent en place, pourquoi ça se met en place et comment. Alors, je vous donnerai un accès à ça. Je pense que ça répondra à ta question, Lise, sur justement comment ça s'articule. J'ai essayé, on va dire, de le simplifier parce que le but, c'est pas de vous faire une explication psychologique. Le cours, c'est vraiment de vous dire, OK, je peux identifier le schéma et comme j'identifie le schéma, je peux le corriger. C'est vraiment, moi le fil rouge, parce qu'on a toute une partie de développement personnel, parce que tout à l'heure je parlais du téléphone. Pourquoi les gens n'arrivent pas à décrocher un téléphone pour faire de la prospection? Parce qu'il y a des peurs derrière. Et si on a parlé du besoin d'exister, la plus grosse peur de l'être humain, c'est la peur du rejet. Et cette peur du rejet fait que si vous décrochez un téléphone qu'on vous dit non, vous le prenez mal. Et votre ego prend ça en pleine face, et vous reposez le téléphone en disant c'est pas une méthode pour moi. Donc le but, c'est vraiment pas de vous faire des cours de psycho, mais c'est vraiment d'aller décortiquer tout ce qui se passe dans nos têtes quand on monte un business et tous les freins qu'on va se mettre. Donc, le triangle de Karpman en fait partie, le jeu de l'ego en fait partie, et on va vraiment aller. Alors moi, sur ma partie qui est vraiment toute la partie développement personnel du chef d'entreprise, je vais aller essayer, dans un premier temps, de formaliser les choses pour vous permettre de les identifier, et puis après de poser quelques questions en exercice pour que vous identifiez ce qui se passe dans vos vies quotidiennes. Pas forcément qu'entrepreneuriale, mais vraiment quotidienne. Ce que vous faites par réflexe, que vous ne voyez pas. En gros, je vais vous demander au quotidien d'aller disséquer tout ce que vous faites pour comprendre que derrière tout ce que vous faites, il y a un besoin. Il y a ce fameux besoin de reconnaissance de notre existence. On passe notre journée à ça.
Du matin, quand on se lève jusqu'au soir, on passe juste notre journée à se prouver que l'on existe et à reconnaître cette existence. Donc, je vais aller vous faire disséquer tout ça, les valeurs, les besoins, sous différents angles, parce que vous allez vous apercevoir que quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez de quoi vous avez besoin, bah, c'est beaucoup plus facile de mettre les choses derrière. Moi, quand j'ai des entrepreneurs qui me disent non, j'ai pas besoin d'argent, c'est pas ma motivation. Ok, je peux l'entendre que c'est pas votre motivation, c'est pas un problème. Mais quand en même temps vous me dites ah ben ouais, mais j'ai besoin de liberté et pour avoir un besoin de liberté, bah je voyage. Ok, ça a un coût. Ah mais j'ai besoin de sécurité aussi. Alors j'aime bien avoir mon chez moi. Ah, c'est un deuxième coût. Donc, au final, on arrive à un budget mensuel de, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 5 000, 6 000 euros. Donc, ne pas aimer l'argent, avoir besoin de 6 000 euros par mois, je veux bien, mais il y a un moment donné, il faut être cohérent avec soi-même. Donc, je vais aller vous faire checker tout ça. Il n'y a pas de mal à aimer l'argent. Je veux dire, moi, j'adore ça, l'argent. J'adore le fric. Ah, ça y est, il y a Instagram qui joue son bourreau. Mais après, il faut savoir pourquoi, ce que ça vient nourrir, quels besoins, ce que l'on a derrière, ce que l'on veut en faire. Et quand tout ça, c'est clair dans la tête, ben, poser son business et poser les actions qui vont avec, ben, c'est tout de suite vachement plus simple. Tout à fait. Voilà. À la fin, vous Et savez ben, il nous où reste vous en 9 êtes. secondes. Voilà, où vous en êtes, où vous devez aller et comment vous pouvez y arriver.